Merci, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité pour intervenir dans ce forum. J'ai été présenté, mais je voudrais aller un peu plus loin sur cette présentation. Je suis syndicaliste français et parler de l'économie positive n'est pas la même chose, n'est pas aussi aisé que l'on soit syndicaliste français ou syndicaliste d'un pays africain ou d'un autre pays. Je dis ça parce que ce que je vais dire, c'est les propos qu'il faut remettre dans le contexte de notre pays, mais aussi se dire que si dans notre pays nous avons plus de facilité, malgré les difficultés économiques et sociales, malgré l'accroissement de la pauvreté dans notre pays même, entre ceux qui gagnent le plus et les autres, nous avons, nous, des ressources plus fortes pour pouvoir répondre à ces questions-là et qu'il est plus aisé de le faire à la place où je suis que si j'étais originaire d'un autre pays. Je pense que c'est important parce que dans ce contexte mondial de crise économique, de crise sociale, de crise environnementale, il nous faut faire deux choses. D'une part, répondre à l'urgence sociale. L'urgence sociale, c'est les difficultés que rencontrent les salariés aujourd'hui, et on le voit quotidiennement dans notre pays, mais aussi préparer l'avenir avec un double objectif. Le premier objectif, c'est de préserver la planète, et le deuxième, qui est, je dirais, le plus important, assurer le bien-être des individus qui vivent sur cette planète. 7 milliards d'habitants. 7 milliards d'habitants. 7 milliards d'habitants qui aspirent à vivre mieux pour une grande partie d'entre eux. Et si ces 7 milliards d'habitants souhaitent vivre avec les standards de consommation, les standards de vie que nous avons, nous, ici en Europe, eh bien, tout simplement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la planète ne peut plus, selon ses ressources naturelles, se permettre que ces 7 milliards d'habitants, et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une légitimité à tout le monde de pouvoir vivre avec les mêmes standards que nous, que ces 7 milliards d'habitants puissent atteindre, dans nos modes de consommation aujourd'hui, le développement. Ce qui veut dire qu'on a un problème redoutable à régler et à répondre, faire en sorte que tout le monde participe, je dirais, au développement et accès à la consommation, mais en sachant qu'il faut changer beaucoup de choses. Et pour ça, on a une question centrale, comment bâtir un nouveau modèle de développement capable de conjuguer d'une manière efficace, d'une manière juste, d'une manière durable, les objectifs économiques, économie positive, mais aussi des objectifs environnementaux, la protection de la planète, et évidemment, je suis syndicaliste, les objectifs sociaux. Donc dans ce cadre, il nous faut repenser et déployer une économie au service de l'intérêt général. Et quand je dis au service de l'intérêt général, c'est remettre l'homme au cœur de la société et au cœur des objectifs que l'on se donne. Nous sommes citoyens du monde, nous sommes consommateurs dans notre pays et nous sommes travailleurs dans notre entreprise, dans notre administration. Donc c'est bien l'homme, citoyen, consommateur, travailleur, qui est au centre de toutes ces transitions. Transition économique, je l'ai dit, transition écologique, transition industrielle, professionnelle, sociale et parfois transition culturelle. C'est une tâche immense, mais c'est une tâche qui est incontournable. Et je crois, moi, parce que j'ai toujours la sensation, j'ai envie d'être positif, c'est une tâche qui doit nous remobiliser, qui doit redonner du sens, je dirais, à la construction d'une sorte de vivre ensemble, mais de vivre ensemble qui dépasse notre salle et qui va beaucoup plus loin au niveau de la société et au niveau du monde. Donc nous devons impérativement revoir à l'échelle de la planète nos modes de production, tout simplement, nos modes de répartition des richesses partout dans le monde. Il n'y a pas de redressement productif, c'est le terme utilisé aujourd'hui au niveau politique. Il n'y a pas de mutation industrielle et économique positive sans le long terme, hors d'un vrai développement durable. Ce que je vous dis là, la CFDT le dit depuis les années 70. Les années 70, on avait fait un livre, alors c'est pas moi, hein, c'était les anciens, moi à l'époque j'étais encore au lycée, qui s'appelait Les dégâts du progrès. Et à l'époque déjà, on se disait le progrès est un élément positif, mais le progrès provoque des dégâts environnementaux, des dégâts sociaux, je ne reviens pas, je l'ai déjà dit. Et à l'époque, on parlait
d'utopie mobilisatrice. Et je vous propose aujourd'hui que cette utopie mobilisatrice soit encore celle qui nous mobilise aujourd'hui. Particulièrement, je pense que l'entreprise, face à cette évolution, et j'y viens, et c'est mon rôle de syndicaliste, est au cœur de toutes ces évolutions. En particulier, l'entreprise est ce qu'on appelle ses parties prenantes. Ces parties prenantes, c'est l'entreprise, mais aussi en amont, tous les sous-traitants qui travaillent pour l'entreprise, qui participent à la création de ces richesses, mais aussi en aval, les consommateurs en particulier. Et à côté de politiques publiques qui peuvent être volontaristes, que nous acceptons comme telles, la responsabilité sociale de l'entreprise est un levier majeur et fondamental dans le développement durable. Il s'agit donc, pour moi, syndicaliste, de repenser la relation entre l'entreprise et ses salariés, mais tout autant la relation entre l'entreprise et son écosystème. Je le disais tout à l'heure, son écosystème, au-delà de ses sous-traitants, au-delà de ses consommateurs, c'est aussi, on le voit bien ici, une ville comme Le Havre, c'est aussi les personnes qui vivent autour de l'entreprise. Et pour cela, il faut affronter les véritables enjeux. La priorité, c'est de remettre la dimension humaine, remettre une dimension humaine au travail et remettre l'individu au cœur de l'entreprise, redonner du sens au travail. Redonner du sens au travail, ça peut paraître anecdotique, mais Jacques Attali, tout à l'heure, parlait des objectifs financiers d'une entreprise. Et aujourd'hui, le salarié se pose parfois des questions. Quel est le sens de mon travail? Est-ce que c'est de fournir des résultats financiers à l'entreprise ou c'est de construire un objet ou de fournir un service à la population? Et il est vrai que beaucoup de salariés aujourd'hui doutent de cette réalité, en particulier quand l'on voit certaines restructurations, à des fins d'ailleurs strictement financières, ce qui n'est pas le cas de toutes. Donc le travail reste central. Le travail reste central parce que c'est aussi celui-là qui conditionne l'accès pour beaucoup à de la protection sociale et à beaucoup de droits sociaux. Mais surtout, et je pense que c'est important, c'est le cœur de l'intégration sociale, c'est le cœur de l'émancipation. Et donner, je dirais, des standards de vie agréables à la population, c'est aussi permettre aux salariés de s'émanciper au travail. Trop souvent, ils vivent sous la pression du court terme. Performance individuelle, outrance et diktat du chiffre. J'ai entendu aussi ce qui était dit tout à l'heure, c'est, comment dirais-je, l'individu, la réussite de l'individu passe par le collectif. Or, regardons comment fonctionnent nos entreprises. C'est l'évaluation des performances individuelles qui fait la reconnaissance du salarié. C'est jamais l'évaluation des performances collectives qui font, je dirais, le positif dans l'organisation du travail. Donc comment imaginer une société où on sait que la réussite, le bonheur passe d'une façon incontournable par la réussite collective, alors que tous nos standards d'évaluation quasiment dans l'entreprise sont des standards individuels. Donc on voit bien qu'il y a, je dirais, un écart entre ce qui est souhaitable et ce qui est fait actuellement. Symptôme inquiétant, les ressources humaines sont devenues, dans beaucoup d'entreprises, une fonction support dans les organigrammes des entreprises. Je me rappelle un interview d'un grand patron français, je ne citerai pas ici, dans un interview après une difficulté dans l'entreprise, il faisait un vrai mea culpa sur le fonctionnement de son entreprise et il disait j'ai bien réfléchi, il faut qu'on ramène les fonctions support au cœur de l'entreprise. Et il citait dans les fonctions support la fonction achat et la fonction ressources humaines. Constat terrifiant. Dans une entreprise, quand les ressources humaines, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, la gestion des hommes et des femmes deviennent des fonctions support, on peut se poser la question si cette entreprise qui a une image sociale forte a vraiment conscience de ce que c'est le développement social d'une entreprise. J'ai découvert récemment une entreprise de l'informatique qui délocalisait une partie de sa gestion des ressources humaines. La paye, la gestion des arrêts maladie sont délocalisés à 10 000 km de l'entreprise. Donc comment réussir ce vivre ensemble dans l'entreprise lorsque cette fonction ressources humaines
des simples supports comme quelque chose de, je dirais, qui n'appartiendrait plus totalement à l'entreprise. Et on voit bien que beaucoup d'entreprises sont convaincues qu'il faut évoluer sur ce sujet-là. Parce que beaucoup d'entreprises voient bien qu'il y a aussi un coût économique à cette difficulté de manque de dialogue et de manque de réunion, je dirais, au niveau humain. Et on voit bien que dans notre pays, le cas de France Télécom, avec les drames qu'il y a eu au niveau, je dirais, des suicides d'une partie des salariés, cette entreprise, non seulement était en grande difficulté au niveau social, mais était aussi en difficulté au niveau économique, parce qu'inévitablement, il y avait une forme de rejet collectif qui se faisait vis-à-vis de cette entreprise. Heureusement, nous n'en sommes plus là, en tout cas plus totalement par là. Donc prendre en compte les facteurs humains, ça passe d'abord par l'écoute et la participation des salariés aux décisions, des orientations stratégiques de l'entreprise. Et c'est une façon aussi de redonner du sens à l'avenir de l'entreprise. C'est garantir la transparence sur la place stratégique de l'entreprise. J'ai entendu ce matin que ADS allait peut-être fusionner avec une entreprise anglaise. Et à la question du ministre, mais qu'est-ce que vous avez à en dire? J'ai rien à en dire. Au niveau stratégique, je ne peux pas parler. Mais imaginez les 100, 200, 300 000 salariés de ces entreprises. Leur entreprise va muter avec une autre. Mais quel est mon avenir? Quel est le sens de cette mutation? Quand est-ce qu'on en parlera? Eh bien non, je dirais, les objectifs stratégiques que je peux comprendre ne font pas partie du dialogue avec les représentants du personnel. Donc il s'agit aussi d'essayer de redonner cette démarche dans l'entreprise, maintenir, développer des emplois de qualité, accompagner, anticiper les transitions professionnelles. Et on voit bien avec les drames qu'on a actuellement dans notre pays, c'est que les transitions professionnelles et écologiques n'ont pas été anticipées. C'est aussi concilier les temps professionnels et les temps familiaux. Cette démarche, évidemment, va de pair avec une réorganisation du travail. Je passerai sur cette réorganisation du travail, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est en quelque sorte l'objectif d'une partie des négociations qui s'ouvrent de notre pays pour que la performance sociale redevienne un élément à part entière de la compétitivité des entreprises. Donc, la qualité des informations fournies, la transparence sur les enjeux stratégiques, les nouveaux modes de gouvernance doivent permettre de confronter les intérêts et de trouver des compromis utiles. Parce que pour faire évoluer une entreprise humaine, inévitablement, il faut savoir construire des compromis utiles, utiles à l'entreprise évidemment, mais bien évidemment pour moi, utiles aux salariés. Cette problématique est au cœur du débat dans notre pays sur les mutations industrielles et la compétitivité de notre entreprise. Dans ces mutations, la responsabilité sociale des entreprises est posée. Elle est double. Je prends l'exemple de Peugeot, sans rentrer sur le fond de cet exemple qui nous préoccupe aujourd'hui. Aulnay, on parle beaucoup de cette entreprise. C'est une entreprise qui a été construite de toutes pièces dans un secteur, je dirais, urbain, où on a construit autour des bâtiments et des cités. On a fait venir spécifiquement pour travailler des entreprises, des salariés du Maroc, pour travailler là, dans cette entreprise. Il faut regarder les noms des personnes qui s'expriment à la télévision. Ces salariés sont partis à la retraite. Ce sont leurs enfants qui aujourd'hui travaillent dans l'entreprise, qui habitent dans la cité d'à côté. Donc la responsabilité sociale de cette entreprise, elle est effectivement sur l'avenir du site, l'avenir de ses salariés. Mais j'ai envie de dire, c'est un droit de suite. Est-ce qu'elle a travaillé à l'intégration dans notre pays des salariés qu'ils ont embauchés? Et quelle est sa responsabilité sociale, y compris vis-à-vis des enfants de ces salariés qui sont venus dans notre pays, qui aujourd'hui sont français et qui vont se retrouver dans une grande difficulté? Donc, l'entreprise est comptable, je dirais, dans sa responsabilité sur tous ceux qui participent à la création de sa valeur ajoutée. Les salariés de l'entreprise, j'ai dit les sous-traitants, mais aussi autour dans la cité. Donc tous ces salariés, je parle de la France, mais au niveau international, doivent bénéficier d'un travail décent. C'est une volonté de la Confédération syndicale internationale, mais aussi, et je pense que les entreprises françaises internationales doivent aussi, qui travaillent à l'étranger, travailler sur l'accès à la protection sociale. Michelle Bachelet, la présidente du Chili, l'ancienne présidente du Chili, a fait un rapport pour l'Organisation internationale du travail pour l'accès à une protection sociale minimum, d'une façon sociale évidemment, mais aussi un travailleur en bonne santé et de toute façon un travailleur aussi qui, dans son dynamisme, amène un plus à l'entreprise. Alors pour conclure, je voudrais donner 3 pistes pour compléter les pistes que Jacques Attali a
à donner tout à l'heure. 3 pistes qui sont aussi en partie dans ce qui veut bien dire. D'une part, inciter les investisseurs, donc ceux qui ont les fonds financiers, à financer des entreprises qui s'engagent dans ce respect des droits sociaux. Et pourquoi pas, ce serait encore plus positif, dans le respect des contraintes environnementales, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Et là, une expérience qui se déroule actuellement en France, qui a été mise en place par 4 organisations syndicales. On parle déjà souvent en France, les syndicats ne s'entendent pas, mais 4 organisations syndicales, la CGT, la CGC, la CFTC, la CFDT, ont créé ce qu'on appelle un comité intersyndical de l'épargne salariale. Ce comité intersyndical, il est fait pour que les milliards d'euros d'épargne salariale qui sont dans les entreprises soient orientés vers des fonds d'investissement responsable. C'est-à-dire que nous, on exige, salariés, que notre argent de l'épargne salariale, qui est une épargne retraite, soit orienté vers des entreprises qui respectent les normes sociales en France et à l'étranger. Si on arrive à développer ce système-là au niveau international, et je sais que beaucoup y travaillent, je pense qu'on aura un levier, y compris un levier syndical pour construire cette économie positive. Deuxième élément, imposer en parallèle de la notation financière une notation sociale. Je pense que c'est un élément important. La notation financière n'est pas le bon juge pour juger le vrai dynamisme d'une entreprise. La notation sociale me semble aussi pertinente pour pouvoir le faire. Et enfin, troisième chose, c'est une contrainte que nous proposons pour les chefs d'entreprise, que leur rémunération, en partie, soit aussi orientée en fonction des résultats sociaux de l'entreprise. Les chefs d'entreprise sont trop payés, alors trop payés, je vous laisse juger, sont payés quasiment exclusivement en fonction des résultats financiers de l'entreprise. Ils devraient être en partie payés en fonction des résultats sociaux. Et que ces résultats sociaux doivent être soumis au dialogue de l'entreprise. C'est-à-dire le bien-être au travail des salariés se mesure et doit aussi être un élément de la rémunération des dirigeants, au niveau des dirigeants d'entreprise, mais aussi au niveau des différents niveaux de l'entreprise. Donc pour conclure cette intervention, je voudrais dire que j'ai commencé en disant on est en France. Oui, c'est bien. J'entendais ce matin une petite critique, un ministre qui disait je préférerais qu'il ferme l'usine à Madrid plutôt qu'il ferme l'usine à Houlday. Ça m'a fait sursauter. À l'époque de la mondialisation, à l'époque de l'Europe, on a un voisin qui a 23% de chômeurs, 50% des moins de 25 ans, ils ne sont pas à 500 chômeurs près pour sauver 500 chômeurs en France. C'est insupportable. La France ne réussira à peser sur l'économie positive que si on a un projet européen. J'ai des camarades syndicalistes européens qui vont intervenir aujourd'hui et demain, portugais, belges, la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats. Le modèle social européen doit être, je dirais, partie prenante de cette économie positive. Et de cette façon-là, je crois que nous aurons peut-être plus de force dans le monde pour imposer cette économie, une économie positive avec, mais surtout pour ses salariés. Je vous remercie.